Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Dans cette séance, je vais revenir sur la notion d'opérateur borné inférieurement. Et je vais donner des définitions équivalentes du spectre approximatif avec un exemple à la fin de la séance. Voici les grandes lignes de cette séance. Nous allons définir la notion d'opérateur inférieurement borné. Je donne une proposition qui caractérise un opérateur linéaire injectif à image fermée et donner un corollaire en relation avec les opérateurs compacts qui va nous être utile dans une vidéo prochaine, Inch'Allah. Définition d'une valeur propre approximative. Alors, la définition du spectre, on l'a déjà dit, et définition équivalente du spectre approximatif. Quelques propriétés du spectre et avec un exemple, l'opérateur projecteur et ses spectres. Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire un opérateur borné inférieurement? Sur un espace de Banach X, T appartenant à L de X, donc un opérateur borné, est dit borné inférieurement s'il existe une constante C strictement positive qui réalise cette inégalité pour tout X. Alors cette notion bornée inférieurement, bon, je l'ai traduite comme ça, moi, pour la première fois que j'ai eu affaire à cette notion, mais en anglais on dit bounded below. Alors voici le théorème que je veux démontrer aujourd'hui. Alors je l'ai déjà démontré dans une vidéo précédente. Donc si X et Y sont deux espaces de Banach et T un opérateur borné, à ne pas confondre borné avec borné inférieurement. Borné, c'est entre espace de Banach ou espace vectoriel normé, ça veut dire tout simplement T continu. Alors, les propriétés suivantes sont équivalentes. T injectif à image fermée, T est borné inférieurement. On a l'habitude de noter l'image de T par R de T, et c'est un sous-espace vectoriel inclus dans Y. Alors, comme on a dit que borné inférieurement équivaut à cette propriété, donc nous allons démontrer ces deux implications. L'implication 1 implique 2 et 2 implique 1 pour donner la solution. Alors, si on se donne deux espaces de Banach, était un opérateur linéaire continu. Cette notation veut dire linéaire continu. Alors, les deux propriétés suivantes sont équivalent. Donc, on caractérise, qu'est-ce que ça veut dire injectif à image fermée? Par cette propriété que pour un opérateur qui vérifie cette propriété, on dit qu'il est borné inférieurement. Voilà, vous voyez comment T de X en norme est supérieur à C norme de X. Alors, nous notons R de T l'image de T et nous allons démontrer cette propriété en démontrant les implications. L'implication directe et l'implication réciproque. Alors, commençons par l'implication directe, c'est-à-dire, on suppose maintenant que T, entre X et Y, et qui sont deux Banach, il est injectif à image fermée, et nous allons montrer que T vérifie cette propriété. Il existe une constante C telle que l'on est norme de T de X supérieure à C norme de X, quel que soit X appartenant à X. Bien. Alors, si l'image de T est fermée, et cette image, c'est un sous-espace vectoriel de Y qui est un Banach, donc R de T est lui-même un Banach. Et à ce moment-là, nous avons T qui est injectif, et T de X sur R de T sera injectif et surjectif, donc sera bijectif. Il est linéaire, continu, parce que T est continu, donc T injectif, linéaire, continu, bijectif, parce qu'il va de X vers R de T. Entre deux Banach, X et R de T, nous avons dit que R de T il est un Banach parce qu'il est fermé dans Y qui est un Banach. Donc, d'après le théorème d'isomorphisme de Banach, T est un isomorphisme de X sur R de T. En particulier, T-1, et c'est ça la propriété que nous dit le théorème d'isomorphisme de Banach, il nous dit que T-1 est continu de R de T sur X.
Alors, la propriété pour t-1, elle est linéaire aussi, parce que t est linéaire. Donc, la continuité se traduit par ceci. Il existe une constante petit k telle que la norme de t-1 de y dans l'espace x est inférieure à k norme de y dans l'espace y. Je n'indexe pas les normes parce que là, toujours, on sait où est-ce qu'on travaille. t-1 de y, c'est un élément de grand x, donc c'est la norme de x. Ici, y, c'est un élément de r de t qui est dans y, donc c'est la norme de grand y. Bon, alors maintenant, puisque t réalise un isomorphisme entre x et r de t, lorsque y décrit r de t, t-1y, qu'est-ce qu'elle décrit? Elle décrit tout l'espace x. Donc je peux simplement, à la place de t-1y, mettre x, et donc j'aurai ici norme de x est inférieure à k, norme de y. Y sera quoi? Ce sera t de x. Et puis je vais diviser par k, et appeler c 1 sur k, je l'appelle c, et donc j'ai ici c, norme de x, inférieure à norme de t de x. Alors je répète, lorsque y décrit r de t, t-1 de y décrit grand x, donc je l'appelle un grand x, et là j'aurai y, c'est le t de x. Et le k que j'ai passé ici, 1 sur k, devient c. Voilà, donc j'ai démontré qu'il existe c est égal à 1 sur ce petit k, qui vérifie cette propriété. Ainsi, nous avons montré l'implication directe. Alors maintenant, nous allons montrer l'implication réciproque. Donc, on suppose que T, qui est un espace, qui est un opérateur linéaire continu entre grand X et Y qui sont des Banach, on suppose qu'il vérifie cette propriété. Il existe C, une constante réelle positive, qui vérifie ceci. Et nous allons montrer que T est injectif à image fermée. D'abord, l'injectivité. Lorsque vous avez T, parce que T est linéaire, l'injectivité, ça se traduit par T de x égale 0 implique x égale 0. Si vous mettez T de x égale 0 ici, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez ici supérieur à C fois norme de x. Donc, norme de x égale 0 et par conséquent, x égale 0. Donc, l'inégalité implique directement l'injectivité de T. Alors, pour montrer que R de T est fermé, nous allons montrer que si Yn est une suite dans R de T qui converge vers un élément B, a priori un élément dans grand Y, alors ce B est forcément dans R de T. Bon, donc, soit Yn est une suite dans R de T. Puisque Yn est dans R de T, donc chaque Yn s'écrit T de Xn, avec Xn un élément de grand X. Alors, la suite Yn converge, comme on le suppose, donc elle est de Cauchy. Elle est de Cauchy. Et de la relation 1, je déduis que la suite Xn est aussi de Cauchy. Alors, je vais essayer de faire montrer la propriété 1. La voici. Alors, regardez. Yn converge. Donc, elle est de Cauchy. Dans cette inégalité, qui est vérifiée parce qu'on suppose qu'elle est vérifiée, hein, si vous mettez à la place de x, vous mettez xn moins xn. Donc, t de xn moins xn, voilà, elle est supérieure à c norme de xn moins xn. D'après cette propriété-là. Et ça, c'est précisément yn moins yn. Donc, puis à l'aide de l'inégalité 1, nous avons cette inégalité. Norme de xn moins xn. Donc, grand x est inférieur à 1 sur c, norme de yn moins yn, grâce à cette inégalité. Maintenant, puisque yn est de Cauchy, évidemment, si vous pouvez faire mettre ceci inférieur à epsilon pour n et m assez grand, vous aurez la même chose pour xn moins xm. Le s sur c ne change pas grand-chose parce que si vous voulez avoir le epsilon, il suffit de majorer ça par c epsilon pour n et m assez gros, et donc vous aurez norme de xn moins xm inférieur epsilon pour n et m assez gros. Donc, Cauchy est vérifié par la suite xn, c'est-à-dire la suite xn est une suite de Cauchy. Or, c'est une suite de Cauchy ou dans grand X, qui est un Banach, d'après les hypothèses. Il est un Banach, donc il est complet, et par conséquent, il existe une valeur A dans grand X, telle que limite d'Xn admet comme limite cette valeur A. Maintenant, puisque T est supposé continu au départ, donc alors T de Xn va converger vers T de A.
la continuité. Et t de xn, c'est yn. Du coup, nous avons yn qui converge vers b et qui converge aussi vers t de a. Donc, d'après l'unicité de la limite, b égale t de a, et donc b est une image, et c'est un élément de R de t. Ainsi, nous avons montré que si une suite yn converge dans R de t, alors sa limite ne sort pas de R de t, et donc R de t est fermé. Alors, comme corollaire du théorème que nous venons de démontrer, alors je donne cette proposition, soit E un espace de Banach sur le corps R ou C, et T un opérateur compact de E vers E. Alors, si je pose S égale I moins T, où I est l'opérateur identité, et si je suppose que F est un sous-espace vectoriel de E tel que S soit injectif de F vers E, alors on a cette proposition ou cette propriété qui est vraie. Il existe C supérieur à 0 tel que norme de S de X est supérieure à C norme de X, quel que soit X appartenant à F. En plus, l'image de F est fermée. Alors, nous allons voir la démonstration. Alors, je fais un raisonnement par l'absurde. Je suppose que P est fausse. P, comme vous voyez, ceci. Alors, avec un peu de logique, cela veut dire que le contraire de P veut dire qu'il existe une suite Xn telle que norme de Xn égale 1, quel que soit n appartenant à une étoile, et S de Xn tend vers 0. Bon, ça peut paraître compliqué à voir du premier coup, mais c'est très facile à voir. Je vais vous montrer sur le brouillon comment on fait. Alors, c'est juste une question de raisonnement logique. Vous avez la propriété que je veux démontrer ça. Si je suppose qu'elle est fausse, alors nom P est vrai. Nom P, c'est à place de existe C, quel que soit C ou quel que soit epsilon positif. Il existe un x epsilon, puisqu'il dépend de epsilon, tel que norme de S de X est inférieure, contraire de supérieur ou égal, inférieure à epsilon, norme de X epsilon. Je peux utiliser les epsilon comme je peux utiliser les 1 sur n, qui sont aussi des nombres réels assez petits lorsque n devient plus grand. Donc, quel que soit n appartenant à une étoile, il existe un yn, puisqu'il dépend de n, et il est dans f tel que norme de S de Yn est inférieure à 1 sur n, norme de Yn. Alors maintenant, je pose Xn égale Yn sur norme de Yn pour avoir norme de Xn toujours égale à 1 pour cette suite. Alors si vous, maintenant dans cette écriture, dans cette écriture-là, si vous divisez par norme de Yn, il va entrer ici par la norme et par la linéarité, et vous aurez S de Yn sur norme de Yn, c'est-à-dire S de Xn, est inférieur à 1 sur n. Donc, cette suite vérifie norme de Xn égale 1 à cause de ça, et S de Xn tend vers 0 à cause de cette inégalité. Voilà donc, nous avons démontré ce qui est écrit dans le texte sur lequel nous allons revenir maintenant. Alors maintenant, avec cette suite qui vérifie cette propriété, nous savons que T est compact. Cette suite est une suite dans F, donc elle est dans E, l'espace ambiant, parce que F est un sous-espace vectoriel de E. Et puis, T est compact sur E, alors donc il existe une sous-suite x phi de n telle que T de x phi de n converge vers un élément de E, que j'appelle x. Alors maintenant, à cause de S égale I moins T, vous avez x phi de n est égal à S de x phi de n plus T de x phi de n. S de xn tend vers 0, donc cette sous-suite tend vers 0. Celle-ci tend vers 0. Et T de x phi de n tend vers x. Tend vers x. Et donc, la somme, c'est-à-dire la suite x phi de n, tend vers x.
la suite x phi de n tend vers x. Alors je dis que x est un élément non nul et qu'il est dans f. Alors pourquoi il est non nul? Parce que x phi de n, c'est une sous-suite de xn qui est toujours de norme 1. Donc, x phi de n est de norme 1, quel que soit n. Par conséquent, sa limite est de norme 1. Donc, elle est non nulle. Et puis, parce que xn est une sous-suite, est une suite dans f, x phi de n également, et f est fermé. Donc, la limite de cette suite ne sort pas de f. Donc, x est dans f et il est non nul. Mais nous avons dit que S est injectif. Et puis, à cause de la continuité, x phi de n converge vers x. Pardon, oui, c'est ça. X phi de n converge vers x. Donc, S de x est égal limite de x phi de n. S de xn tend vers 0. Et ça, c'est une sous-suite de S de xn. Donc, elle tend vers 0 également. Et on a donc S de x est égal à 0, ce qui contredit le fait que S est injectif, puisque nous avons trouvé un élément non nul tel que son image soit nulle. Ça veut dire que S n'est pas injectif et contredit notre hypothèse. Alors, conclusion, la propriété P est vraie. Alors, pourquoi R de S est fermé? Alors ça, c'est un corollaire du théorème, parce que vous avez ici, S est un opérateur de f vers e qui vérifie cette propriété grâce au théorème. Donc S est injectif, ce qu'il est déjà par hypothèse, mais il est à image fermée. Donc R de S est fermé. Voilà, donc ceci termine la démonstration de cette proposition. Je donne maintenant la définition du spectre approximatif. Alors si je considère un espace de Banach X et alpha un complexe, et t un opérateur de x vers x borné, si t moins alpha i n'est pas borné inférieurement, alpha est dite valeur propre approximative de t. Et l'ensemble des valeurs propres approximatives de t est appelé spectre approximatif de t, et il est noté sigma a de t ou sigma ap de t. Je fais remarquer que t moins alpha i n'est pas borné inférieurement équivaut à il existe une suite xn dans x telle que norme de xn égale 1, quel que soit n appartenant à une étoile, et t de xn moins alpha de xn tend vers 0. Alors, je vais vous montrer la preuve dans un brouillon. Borné inférieurement, pour un opérateur, alors on veut l'appliquer pour t moins alpha i, bon, pour A, donc, pour A borné inférieurement, ça veut dire ça. C'est ce que nous avons vu dans la définition au début de la séance. Donc, s'il n'est pas borné inférieurement, c'est la propriété non P de cette propriété P. Donc, quel que soit epsilon, il existe x epsilon appartenant à x tel que l'on est ceci. Bon, alors, au lieu de prendre epsilon n'importe quel réel, je prends les 1 sur n. Et donc, quel que soit n appartenant à une étoile, il existe yn dans grand X tel que a de yn inférieur à 1 sur n, norme de yn. Je prends la suite xn en normalisant donc yn, donc je prends cette suite, et ici vous divisez par la norme, et vous obtenez ça. Donc, nous avons trouvé une suite xn, tous de norme 1, tel que a de xn tend vers 0. Et donc, vous voyez que A n'est pas borné inférieurement, équivaut à ça. Et donc, ça, la même chose, ça va aussi pour t moins alpha i. Il suffit de donc, remplacer A par t moins alpha i. Donc, ça, c'est une définition équivalente de t moins alpha i n'est pas borné inférieurement. Alors, ce qui va nous permettre de donner des définitions équivalentes à l'appartenance au spectre approximatif pour une valeur complexe alpha. Donc, c'est équivalent à ceci, comme on vient de le démontrer. Parce que alpha appartient au spectre, ça veut dire que t moins alpha i
alpha appartient au spectre approximatif, ça veut dire que T moins alpha I n'est pas borné inférieurement. Donc, est équivalent à ceci, qui est équivalent à ça aussi, au A epsilon, évidemment, ici est un vecteur unitaire, ce qui veut dire de norme 1. Voilà, donc pour tout epsilon, il existe un vecteur unitaire dans X tel que l'on ait cette inégalité. Le spectre approximatif de T, comme le spectre d'ailleurs, est un sous-ensemble qui est fermé dans C. La frontière du spectre, de ce spectre normal de T, est incluse dans le spectre approximatif. Et cette propriété est intéressante, toute valeur propre de T est un élément du spectre approximatif. Si vous avez une valeur propre, donc vous trouvez un vecteur tel que T de A égale alpha A. Donc ceci est inférieur à epsilon pour tout epsilon, parce que c'est nul. Alors on peut dire donc que le spectre ponctuel est inclus dans le spectre approximatif, qui est lui-même inclus dans le spectre. Alors comme exemple d'application de ce que nous avons vu précédemment, nous considérons un opérateur qui est une projection ou projecteur. Alors cette notion de projection, nous l'avons étudiée dans une vidéo précédente. Je vous laisse le lien dans la description. Nous considérons un espace de Banach de dimension infinie et P un projecteur borné de E vers E qui est non trivial. P différent de I et P différent de 0. 0 et I qui sont des projections triviales évidemment. Et je rappelle qu'une projection, c'est une application linéaire idempotente, ce qui veut dire P rond P égale à P. Nous allons déterminer le spectre ponctuel, le spectre sigma P, le spectre ordinaire, et le spectre approximatif sigma A de P. Commençons par le spectre ponctuel, c'est-à-dire nous allons rechercher les valeurs propres de ce projecteur P. D'abord, je dis que 0 et 1 sont des valeurs propres de P. En effet, puisque P est différent de l'opérateur nul, alors il y a au moins un vecteur U tel que P de U est différent de 0. Alors si j'applique P à ce vecteur, j'aurai P de P de U égale P rond P de U égale à P de U, parce que P est une projection. P2 égale à P. Ce qui montre donc que le vecteur P de U, qui est un vecteur non nul, est un vecteur propre de l'opérateur P associé à la valeur propre 1. Et donc, 1 est une valeur propre de P et c'est un élément du spectre ponctuel. Alors P est aussi différent de I. Donc je peux trouver au moins un vecteur non nul tel que P de V est différent de V. V est non nul parce qu'il ne peut pas être égal à 0. S'il est égal à 0, P de 0 égale 0. Donc là, on prend un vecteur qui vérifie ça. Donc il est forcément non nul. Il y en a au moins un parce que P est différent de l'identité. S'il y en a un, il y en a une infinité. Maintenant, je considère ce vecteur qui est donc non nul. Et je lui applique P. Par la linéarité, je trouve P de V moins P rond P de V, c'est-à-dire P de V. Et donc, je trouve 0. Alors, ce vecteur-là, son image est égale à 0. 0, c'est 0 fois ce même vecteur. Donc, 0 est une valeur propre de P, de grand P, associé au vecteur V moins P de V. Et donc, 0 est un élément du spectre ponctuel. Nous avons donc trouvé deux valeurs propres dans le spectre ponctuel qui sont 0 et 1. Est-ce que ce sont les seules valeurs propres? Alors, je vais considérer un alpha, un complexe, et je suppose que c'est une valeur propre, donc associée à un vecteur propre W, non nul.
Bien sûr, un vecteur propre, c'est toujours non nul. Alors, ceci veut dire ça, ce que nous venons de dire, ça veut dire P de W est égal à alpha fois W. Par le fait que P est une projection, donc ce P de W est égal à P rond P de W. Et je vais remplacer P de V par sa valeur alpha de W. Et j'applique la linéarité pour trouver alpha P de V. Encore une fois, je vais remplacer P de V par sa valeur et je trouve alpha de W. Finalement, qu'est-ce qu'on vient de trouver? Ça. Alpha de W est égal à alpha de W. Ce que vous pouvez écrire, alpha 2 moins alpha, que multiplie le vecteur W égale 0. Comme le vecteur est non nul, parce que c'est un vecteur propre, donc alpha 2 égale alpha. Alpha 2 égale alpha a pour solution les deux seules valeurs 0 et 1. Donc, si alpha est une valeur propre, j'ai trouvé qu'elle est forcément égale à 0 égale à 1. On peut donc dire que 0, 1, la paire 0, 1, c'est le spectre ponctuel de grand P. Et comme le spectre ponctuel est toujours inclus dans le spectre ordinaire, donc on peut dire tout de suite que le spectre ordinaire contient au moins la paire 0 et 1. Alors justement, nous voulons chercher maintenant le spectre ordinaire de P, et nous savons qu'il contient la paire 0, 1. Je vais prendre un lambda différent de 0 et de 1 et montrer que P moins lambda I est inversible. En effet, si je compose l'opérateur P moins lambda I avec cet opérateur P moins 1 moins lambda I parenthèse que multiplie I, je trouve ceci. Il suffit d'effectuer les calculs en utilisant la distributivité de la composition par rapport aux opérations plus et moins. Donc vous trouvez ça. Ce qui donne P au carré est égal à P, parce que c'est une projection. Ici, on décompose, on trouve moins P plus lambda P, on décompose ici et on trouve ça. Alors ceci est égal, après simplification là et là, vous trouvez donc lambda 1 moins lambda fois I. Vous pouvez faire la même opération mais en inversant l'ordre de ces opérateurs. Cette composition également égale lambda qui multiplie 1 moins lambda I. Et ça, c'est un nombre non nul. Ce qui permet, si vous voulez, en divisant par ce lambda 1 moins lambda, ces égalités, on trouve que l'opérateur P moins lambda I est inversible. Et donc, lambda n'est pas un élément du spectre de P. Et par conséquent, les seuls éléments du spectre sont 0 et 1. Maintenant, pour le spectre approximatif, il suffit de revenir à ce que nous avons vu précédemment. Le spectre ponctuel toujours inclus dans le spectre approximatif, on l'a dit, à propos de la définition et des propriétés du spectre approximatif. Et le spectre approximatif, évidemment, est inclus dans le spectre ordinaire, nous l'avons dit. Alors ici, nous avons la paire 0,1, ici la paire 0,1. Alors entre les deux, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Juste la paire 0,1. Et ainsi, donc, nous avons l'égalité entre ces trois spectres. Les trois sont égaux à 0,1. Merci de votre attention. À la prochaine, Inch'Allah.